Sur l'autre front africain, la Libye, pas de sortie de crise en vue. On a suivi pendant des semaines les avancées et les replis des rebelles dans l'est du pays. Dans l'ouest, à Tripoli, le colonel Kadhafi est toujours là et inflexible. Entre les deux, l'une des villes symboles de ce conflit, Misrata, 500 000 habitants. Cela fait 1 mois et demi qu'elle est prise entre deux feux, ceux de la rébellion et ceux des forces loyalistes. 1 mois et demi de guérilla urbaine ponctuée par les bombardements de l'OTAN qui tentent de détruire l'arsenal de l'armée. Ces derniers jours, plusieurs navires affrétés par des organisations humanitaires ont pu accoster à Misrata pour apporter de l'aide et évacuer des blessés. Mais la plupart des bateaux qui entrent dans le port sont chargés d'armes et de combattants. Une équipe d'Arte Reportage a pu monter à bord de l'une de ces embarcations à Benghazi pour se rendre dans la ville assiégée. C'est un reportage de Julien Fouché et Sylvain Lepetit. Nous sommes dans le golfe de Sirte, au large de la Libye, à bord d'un bateau de pêche affrété par les rebelles. Cap sur Misrata, la ville assiégée depuis près de 2 mois par les forces du colonel Kadhafi. La mer est mauvaise et l'équipage tente de stabiliser une cargaison sensible. Dans les caisses, des armes prises dans les stocks de l'armée libyenne. En tout, plusieurs centaines de roquettes. Sous les bâches, s'entassent mitrailleuses lourdes et mines anti-chars. Dans les cales, des caisses de munitions de tout calibre. En tout, plusieurs tonnes d'armement. Un chargement qui n'effraie pas le jeune capitaine du bateau. À tout juste 18 ans, ce fils d'armateur de Misrata assure les allers-retours depuis le début de la Révolution. Moi j'étais au lycée, mais j'ai quitté l'école pour prendre ce bateau. En fait, c'est celui de mon père. Maintenant, je le pilote pour faire la navette entre le port de Benghazi et celui de Misrata. On apporte de l'aide. Kadhafi, on va l'écraser. On a une vie de chien à cause de lui. On n'a pas de route, pas d'école, pas d'avenir. C'est pour ça qu'on se bat. En théorie, ces convois ne sont pas autorisés par l'OTAN. Mais devant l'urgence de l'approvisionnement de Misrata, l'organisation ferme les yeux. Pour le reste des rebelles peu habitués au voyage en mer, la traversée se révèle être un long calvaire d'une 40aine d'heures. À l'arrivée, bonne nouvelle, les rebelles tiennent toujours le port industriel de la ville. Les bateaux peuvent accoster sans craindre de bombardement. Notre arrivée se fait sous l'escorte armée de patrouilles qui gardent le port depuis le début de la révolte. À bord, les combattants remercient Dieu pour le succès de la traversée. Nous sommes heureux d'avoir réussi à rejoindre la ligne de front. Heureux d'aller nous battre avec nos frères de Misrata pour la liberté. Que Allah soit avec nous. À peine le temps de descendre à terre et de se féliciter que tous embarquent à l'arrière des véhicules pour la ligne de front. Les combats ont lieu à une dizaine de kilomètres à peine. La ville de Misrata s'est transformée en un gigantesque camp retranché. À tous les carrefours, la rébellion a dressé chicanes et barricades. Au loin, les fumées signalent les derniers bombardements. C'est un commandant des forces rebelles qui nous emmène sur le front. Il connaît les détours pour éviter les risques de tomber nez à nez avec les forces de Kadhafi. Les kadhafistes peuvent surgir de tous les côtés. Ce matin, ils nous ont encore attaqués par là. Le commandant Hussein dirige une section d'une 50aine d'hommes dans le centre-ville. Étudiants, employés, artisans, ils sont devenus en quelques semaines des combattants armés jusqu'aux dents. Leur commandant était contremaître dans une aciérie. Jamais il n'aurait imaginé diriger un jour la résistance de sa ville. Kadhafi nous accuse d'être Al-Qaïda, mais on n'est pas des terroristes. Moi, je suis devenu leader par hasard. Tous les gars ici, c'est la première fois qu'ils utilisent des armes, des kalachnikovs, des lance-roquettes. On n'a jamais reçu d'entraînement. Au bout de ce canon commence la ligne de front. Une seule rue sépare les rebelles des forces kadhafistes.
Tripoli Street, une artère de 10 km de long devenue l'enjeu d'une lutte acharnée entre les deux camps. Les rebelles détruisent des camions pour bloquer l'armée qui tente d'avancer à l'arme lourde. Nous continuons de suivre le commandant Hissène. Il veut nous montrer la dernière offensive que ces hommes ont repoussée le matin même. Venez, venez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Nos ennemis ont essayé d'attaquer ce quartier. En flammes, un engin de déblaiement de l'armée kadhafiste. Très tôt, ce blindé est arrivé pour forcer nos barricades. Il y avait des soldats postés derrière qui tiraient des mortiers pour nous forcer à reculer. Mais on était bien cachés et on a réussi à en tuer plusieurs. Un peu plus loin sur la route, le cadavre du conducteur. Cachés dans les maisons, les hommes du commandant Hissène guettent les mouvements de l'ennemi. Salut les gars, ça va bien? Vous voulez voir? Regardez là. Vous voyez Tripoli Street. La principale avenue de la ville est devenue un no man's land où s'affrontent les snipers des deux camps. Lui, il a 18 ans. Et toi? 22. Et lui? 28 ans. J'ai rejoint les rebelles parce que les kadhafistes ont tué des membres de ma famille et des amis. Je regarde et si je vois un sniper dans l'immeuble, je donne l'alerte. Soudain, une rafale retentit. C'est mieux de partir maintenant. Ils ont dû nous repérer et ils nous tirent dessus. C'est plein de snipers en face. Ce n'est plus du tout sûr pour vous. Allez. Allez, il faut que vous partiez. Ces coups de feu annoncent une nouvelle offensive des forces kadhafistes. Alors que nous nous replions, les obus commencent à tomber. Bien au-delà de la ligne de front. Un d'entre eux a touché un lotissement, un lieu où s'étaient réfugiés des familles avec leurs enfants. Ce petit garçon vient de recevoir un éclat qui lui a arraché la hanche. Il décédera pendant le trajet vers l'hôpital. Un peu plus loin, un autre enfant vient de perdre connaissance, touché à la poitrine. Son père se précipite pour le conduire aux urgences. L'explosion a fait une troisième victime, un jeune Algérien qui travaillait là. Les civils sont les premiers touchés par ces bombardements aveugles. À ce jour, près de 400 victimes. Kadhafi, tu es en train de tuer le peuple libyen. Tu tues le peuple libyen. Kadhafi, tu es un assassin, tu nous tues. Toutes les familles sont en train de mourir. Kadhafi, toutes les familles sont en train de mourir par ta faute. Même l'hôpital a dû être transféré à cause des bombardements. Réinstallé dans une clinique privée, c'est le défilé des ambulances et des blessés de guerre. Cet homme qui arrive du front s'en tire plutôt bien, une balle dans la jambe, une blessure considérée comme légère en ce moment à Misrata. Un tir lui a cassé le fémur. C'est une fracture. Sur le lit d'à côté, les médecins tentent de retirer une balle logée dans la poitrine de cet homme, sans anesthésie. Le docteur Abdullah Jawid est responsable du service chirurgie. On a seulement 2 salles d'opération. Il doit faire face au manque de lits, de personnel et de matériel. Lui, il a perdu son bras. Mais je ne peux pas vous montrer son torse, on n'a pas assez de peau pour recouvrir la plaie. Et est-ce qu'il risque de mourir? On n'espère pas. On a beaucoup de patients qui sont sous ventilation et qu'on ne peut pas déplacer. On manque de machines pour faire des radios et on manque de poches de sang pour les transfusions. Mais on fait de notre mieux pour sauver des vies.
Le médecin tient à ce que nous filmions un des soldats de l'armée de Kadhafi soigné dans son hôpital. Il a 16 ans. Il nous parle sous le contrôle de ses geôliers. Impossible d'authentifier son récit. Il confirme néanmoins les rumeurs d'endoctrinement dans les rangs de l'armée régulière. On nous a dit que Misrata était occupé par Al-Qaïda et des mercenaires étrangers, qu'il tuait des gens là-bas, même les enfants, et qu'il violait les femmes. On nous a demandé de partir aider nos frères de Misrata, et nous, on y croyait. Le lendemain, notre commandant nous a demandé de partir au front pour combattre. Et là, on a été tous surpris. On a découvert qu'en fait, on tirait sur des Libyens, pas des étrangers. Mais si on refusait de se battre, on se faisait tirer dessus. C'est ce qui m'est arrivé. Misrata est désormais une prison à ciel ouvert pour ses habitants. La ville s'est révélée être aussi un piège pour les étrangers qui y vivent. Nous sommes de retour dans la zone portuaire. C'est ici que sont réfugiés tous les travailleurs africains et égyptiens de Misrata. Ils seraient environ 5000 dans l'attente d'un bateau pour fuir. Sous cette bâche en plastique, 7 personnes entassées depuis plusieurs semaines. Vous avez vu dans les camps de Fontaine, là où on est soutien. Bon, le début, on est presque plus de 500. Chaque fois, on entend des armes lourdes. Ici, il n'y a pas 2 jours de cela. On craignait vraiment le pire. Mais puisque la sécurité, les hommes se plaignent de la faim. Aucune organisation humanitaire n'est présente dans la ville. C'est une décharge ici. Ça fait 14 jours qu'on n'a rien à manger. Rien. Aujourd'hui, les réfugiés en appellent à la communauté internationale pour qu'elle envoie des bateaux pour les évacuer. La foule est à cran, les esprits s'échauffent. Pour manifester leur détermination, les travailleurs immigrés s'en prennent aux locaux du port. La manifestation vire à l'émeute. Ils jurent qu'ils ne désarmeront pas tant qu'on ne leur enverra pas des bateaux pour Misrata.